Et enfin, on appelle le docteur Leflo pour un point sur les infections sur cathéter. Pour les résultats de l'étude SPIADI ou SPIADI. SPIADI. Alors, on va changer complètement de sujet. Donc, moi, je vais vous présenter un petit bilan de la surveillance des bactériémies associées aux dispositifs invasifs. Donc, c'est la mission nationale SPIADI. Donc, SPIADI étant l'acronyme de surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs. Donc, il n'y a pas de surprise. Alors, c'est une mission qui est portée par un CEPIAS, on va le voir. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu les résultats 2022 et l'évolution de cette thématique depuis 2019. Alors, je ne vous apprends rien, les infections associées à des dispositifs invasifs, que ce soit les cathéters ou que ce soit les sondes d'intubation, sont des infections graves qui sont des causes importantes de mortalité, de morbidité, avec un surcoût extrêmement important lié à leur prise en charge et qui sont des priorités qui ont donc été inscrites dans la nouvelle stratégie et qu'on retrouve. Donc, cette mission nationale SPIADI, qui, on va voir, fait un petit peu de surveillance, de formation, pas mal de choses, elle est portée par un CEPIAS. Le CEPIAS Centre-Val de Loire depuis 2019, qui vient d'ailleurs d'être renommé dans ses missions. Et cette mission, elle va donc proposer un programme, une structure, qui globalement couvre 3 volets qui sont complètement en synergie. Donc, une surveillance, forcément, pour avoir des chiffres, donc 3 mois par an, pour tous les secteurs de soins. Et puis également une campagne annuelle d'évaluation des pratiques, donc des observations, et puis également des outils de formation. Généralement, toutes les missions nationales proposent des box complètes qui doivent comprendre des 3 volets, donc évaluation, surveillance et prévention. Alors rapidement, je vais passer le tableau assez vite. Vous avez différentes modalités de surveillance qui sont proposées, donc des bactériémies dans cette mission nationale. Qui peuvent être basées sur des données patients ou des données unités dans des secteurs spécifiques, de la réanimation, de la néonatologie, du secteur de dialyse, avec des relevés différents d'informations pour créer des dénominateurs, une fois qu'on a eu des numérateurs, qui vont aller de simples données d'activité, comme par exemple le nombre de journées d'hospitalisation ou le nombre d'admissions, à des données un peu plus complexes, comme par exemple les périodes d'exposition aux dispositifs invasifs. Et tout ça va aboutir à des indicateurs plus ou moins pertinents et plus ou moins précis. Le plus précis étant bien évidemment l'incidence des bactériémies ramenée à 1000 jours de cathétérisme ou 1000 jours dispositifs. Donc, dans la surveillance, tous les cathéters sont concernés. Donc, vous retrouvez les veineux centraux, les veineux périphériques, les cathéters veineux ombilicaux en néonat. Vous retrouvez également les cathéters artériels, midline, PICC-line, chambre implantable, les cathéters de dialyse, les fistules natives et les fistules prothétiques. Donc, on couvre vraiment l'intégralité du champ des dispositifs vasculaires. Pour la partie observation des pratiques, donc un module très intéressant qui s'appelle Observa 4 et qui vous permet de faire de l'observation de la pose et ou de la manipulation d'ailleurs de dispositifs. Alors vous avez 4 types de poses différentes qui sont observables, que ce soit cathéter veineux centraux, périphériques avec ou sans prolongateur intégré, les poses de aiguille de Huber sur chambre implantable ou les poses de cathéter sous-cutané. Et pour les branchements, eh bien, on va avoir essentiellement 2 fiches d'évaluation des mesures liées au branchement, c'est-à-dire les branchements proximaux et les branchements distaux. Alors, pour faire le point tout de suite, on considère que ce qui est proximal, c'est ce qui a la même durée de vie que le cathéter et qui ne sera pas changé ou changé en même temps que le cathéter. Alors, ce qui est distal, c'est ce qui est changé en même temps la ligne de perfusion principale. Donc, le proximal peut finalement être pas proche, contrairement à ce que le terme évoque du point d'insertion du cathéter, il peut être à distance. Si vous avez un prolongateur intégré et que vous avez rajouté un autre prolongateur derrière, que vous ne changez pas en même temps que la ligne principale, mais que vous laissez tout le temps de présence du cathéter, vous êtes toujours en proximal. Vous n'êtes pas en distal. Pourtant, vous pouvez être à 80 cm du point d'insertion. Donc, la notion de proximal n'est pas en rapport avec la notion de proximité, contrairement à ce que ça dit. Alors évidemment, sur ces pratiques de pause, on ne va pas tout regarder parce que c'est extrêmement conséquent. On va évaluer un nombre limité de points clés qui vont concerner notamment tout ce qui est tenue de l'opérateur et du patient, la préparation du point d'insertion, qui est quand même une étape majeure, notamment l'antisepsie, et également le respect des mesures d'hygiène et du port de gants par les professionnels qui posent. Et vous allez voir qu'on a des surprises.
Une évaluation dans l'évaluation, puisqu'effectivement, on va voir qu'il y a quand même des choses encore qui sont fortement améliorables sur la partie pose des cathéters veineux périphériques. Eh bien, le groupe a constitué une observation spécifique ou une démarche, on va dire, de promotion spécifique sur ce qui est finalement la thématique améliorer l'hygiène des mains pour la pose d'un cathéter veineux périphérique, où donc l'établissement va s'inscrire, observer 8 professionnels, donc dans leur technique de pose d'un cathéter veineux périphérique chez l'adulte hors situation d'urgence, va faire un prélèvement microbiologique du site d'insertion juste avant la pose du cathéter pour les 8 observations, envoyer tout ça au laboratoire qui est adossé à la mission, donc qui est la cellule régionale d'épidémiologie nosocomiale du CHU de Tours, va recevoir en retour une box de formation pour former effectivement les professionnels à la réalisation du geste en bonne et due forme comme il faudrait, leur faire prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses à améliorer, remplir les questionnaires d'évaluation et réaliser une deuxième observation retour des professionnels après la formation. L'enjeu de cette évaluation dans l'évaluation, c'est de faire prendre conscience qu'il y a au moment de la pose d'un cathéter veineux périphérique 2 mesures d'hygiène des mains incontournables, à la fois dans leur réalisation et dans le timing de leur réalisation, qui expose si elles ne sont pas faites ou si elles ne sont pas faites au bon moment, ou à des contaminations de matériel, ou à des contaminations du cathéter au moment de l'insertion. Donc les enjeux sont vraiment sur le respect des hygiènes des mains au bon moment. Alors, quelques rappels de définition pour qu'on sache de quoi on parle, hein, mais les cliniciens savent ce que c'est qu'une bactériémie. Donc, une bactériémie, c'est une hémoculture positive si vous avez un germe qui n'est pas considéré comme étant un contaminant. Et c'est au moins 2 flacons positifs si vous avez un germe considéré comme contaminant, c'est-à-dire un Staph coagdeg, un Bacillus autre que Cereus, des Corynebactéries, le Propionibacterium. Et la bactériémie dite associée aux soins, en rapport avec des soins, si le patient qui a la bactériémie était hospitalisé depuis 48 heures dans l'établissement au moment du prélèvement, ou alors qu'il vit habituellement en EHPAD, ou alors qu'il a des antécédents de soins dans les 6 mois, avec effectivement potentiellement des soins qui sont en rapport avec la porte d'entrée de la bactériémie. Et pour qu'en plus, cette bactériémie associée aux soins soit associée aussi à un dispositif invasif, donc à un cathéter, eh bien, vous avez 5 situations cliniques différentes qui vont considérer l'hémoculture positive et le site d'insertion positive, ou l'hémoculture positive et la culture du cathéter dans son extrémité positive en mode quantitative ou semi-quantitative, ou alors effectivement un différentiel de pouce entre les hémocultures prélevées sur le cathéter et en périphérie. Tout ça, vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Ou alors rien de tout ça, mais voilà, un patient qui a une hémoculture positive et qui s'améliore une fois qu'on a mis une antibiothérapie adaptée pendant moins 5 jours ou qu'on a retiré le cathéter. Et puis ça, ce ne sont pas des bactériémies liées à des cathéters. Quand effectivement vous avez bien des souches isolées du cathéter et de l'hémoculture, mais que les souches sont différentes, et puis qu'en plus, votre syndrome infectieux ne régresse pas à l'ablation du cathéter. Donc là, clairement, l'infection n'est pas liée au cathéter. Ou si effectivement, on est dans la situation d'un foyer infectieux à distance, dont on pense que c'est lui qui a colonisé le cathéter et que c'est pour cette raison que l'hémoculture est positive. Donc une colonisation à partir d'un foyer à distance. Alors, vous vous doutez bien que la base Spiadi, c'est une base énorme. J'aurais pu vous en parler pendant une journée entière. D'ailleurs, Spiadi fait son congrès une journée entière à Tours tous les ans, parce qu'il y a énormément d'informations qu'on peut effectivement interpréter et discuter. Donc, il a fallu que je pioche là-dedans des choses un peu intéressantes. Donc, je vais vous parler un petit peu de la participation, quelques données générales sur les bactériémies associées aux soins et associées au cathéter et les évolutions sur 2019-2022. Quels patients, quel lieu d'acquisition, quels critères diagnostiques, les cathéters qu'on retrouve et les bestioles qu'on retrouve. On verra où en sont le respect des indicateurs de la stratégie, puisque je vous ai dit, ça fait partie des indicateurs de la stratégie. Et puis, je vous présenterai quelques points remarquables sur les observations pratiques, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment remarquables. Alors, la participation à l'enquête nationale 2022, toujours basée sur le volontariat, ce n'est pas une obligation. Donc, vous voyez qu'à titre national, vous avez 705 établissements qui ont participé. Et si on prend les 6 catégories d'établissements pour lesquels l'utilisation des cathéters est la plus fréquente, c'est-à-dire les CHU, les centres hospitaliers de lutte contre le cancer, les hôpitaux d'instruction des armées, les cliniques MCO, les centres de dialyse
et les centres hospitaliers généraux, eh bien, ça fait un taux de participation d'à peu près 40%. Alors, cette participation, elle est en baisse depuis 4 ans. Et en fait, cette baisse est portée quasiment exclusivement par les cliniques privées de court séjour qui ont départicipé à hauteur de 10% à peu près. Ça représente quand même presque 132 000 lits qui sont donc suivis par cette enquête, dont presque 4 000 lits de réanimation, ce qui fait plus de la moitié des lits de réanimation français. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de participation. C'est quand même assez représentatif de la réalité. Au niveau régional, 31 établissements pour la région Bretagne, avec une participation estimée à 24,3%, mais ce chiffre-là reflète de grandes disparités, puisque les 2 CHU ont participé, l'hôpital Instruction des Armées a participé, le CLCC a participé. Globalement, un centre hospitalier sur 2 a participé à l'enquête, mais on descend à 37% pour les cliniques privées de court séjour, et aucun centre de dialyse n'a malheureusement participé à l'enquête en région Bretagne. Alors, quelques données générales sur les bactériémies associées aux soins. Vous voyez que la base Spiadi collige quasiment 40 000 bactériémies entre 2019 et 2022. Donc, ces bactériémies, on les retrouve quasi exclusivement chez l'adulte, un petit peu chez l'enfant et le nouveau-né, et on les détecte dans tous les services de soins, puisque la réanimation n'est pourvoyeuse que de 13% de ces bactériémies associées aux soins de l'adulte. Si on prend maintenant les bactériémies associées aux soins et associées à un cathéter, on précise un peu plus, eh bien, ça représente que 28% des bactériémies associées aux soins. Et effectivement, sans grande surprise, elles touchent surtout des patients immunodéprimés ou qui sont atteints de cancer évolutif. Alors, il y a 86% qui sont d'acquisition nosocomiale, donc en structure sanitaire, mais il y en a quand même 11% qui sont d'acquisition extra-hospitalière à domicile ou en ville et 0,3% en EHPAD. Donc oui, il y a des bactériémies associées à des soins de ville. Les cathéters impliqués, globalement, c'est essentiellement 3/4 des cas les cathéters centraux et 13% les cathéters périphériques, mais ça ne reflète pas du tout la réalité dans les services. On voit que en réanimation, c'est les cathéters centraux. En hémato, sans grande surprise, les PICC line. En cancérologie, on retrouve les chambres implantables, sans grande surprise non plus. Et dans les autres secteurs de médecine, je dirais un peu partagé entre chambres implantables et cathéters veineux périphériques. Ça correspond effectivement au type de dispositif utilisé dans ces services. Alors, si on continue sur nos bactériémies associées à un cathéter pour les adultes, je n'ai pas pris le cas des enfants, le micro-organisme impliqué, eh bien, on arrive en premier les entérobactéries, qui représentent 25% des bactériémies sur cathéter, suivi de très près, par le Staphylococcus aureus, 23% des bactériémies associées à un cathéter, et le pio arrive très très loin en bout de course. Ce qu'il faut voir, c'est que dans 8% des cas, le micro-organisme impliqué est soit une bactérie multirésistante aux antibiotiques, soit une bactérie hautement résistante aux antibiotiques émergentes. Donc, on voit que le critère qui ressort le premier, c'est le critère 5, c'est-à-dire un patient qui a une hémoculture positive et qui s'améliore après une antibiothérapie adaptée de 5 jours. C'est la situation la plus fréquemment rencontrée. Alors, intéressant aussi, le délai de survenue de l'infection après la pose du dispositif, ce qui est assez cohérent avec les dispositifs en question. C'est un délai médian, plutôt de 4 jours pour les cathéters veineux périphériques, 11 jours pour les centraux, 25 jours pour les PICC line et 99 jours pour les chambres implantables. C'est des délais qui varient peu depuis 2019. Alors, les indicateurs d'impact, donc on a 2 indicateurs dans la stratégie. Un premier qui est dans la catégorie des indicateurs associés aux soins, qui est un indicateur de résultat, qui est l'incidence des bactériémies sur cathéters centraux en réanimation et en établissement de santé, avec une cible à obtenir qui est, d'ici 2025, moins de 1 infection pour 1000 journées cathéters, tous les ans au niveau national et au niveau régional. Et l'enquête Spiadi permet de montrer qu'effectivement, la moyenne évaluée de ces infections sur cathéters veineux centraux en réanimation, elle est plutôt aux alentours de 1,5, avec une médiane qui est égale à 0. Et qu'en pratique, vous avez globalement 70% des établissements qui participent à l'enquête qui sont dans cette cible de moins d'une bactériémie pour 1000 journées cathéter. Alors, le chiffre a progressé, puisque j'ai vu le résultat 2023 il y a quelques jours. On est à 74% pour les cathéters veineux centraux, donc 74%
sur le même nombre d'établissements, à peu près une centaine, entre 100 et 120, qui sont donc dans la cible de l'indicateur, sachant que pour les cathéters de dialyse en réanimation, la cible est atteinte plus facilement, puisqu'on on avoisine les 89% en 2022 et 94% en 2023. On a un autre indicateur qui est plutôt un indicateur d'observation, là pour le coup, qui est dans le chapitre prévention des infections, qui est la proportion d'observation, de pause, de dispositifs qui respectent les points critiques. Et la cible étant que vous ayez au moins 80% de conformité sur chacun des points critiques au niveau national et dans toutes les régions. Donc je vous rappelle qu'on a 4 documents qui à l'heure actuelle sont des documents de référence sur la prévention des infections liées aux dispositifs invasifs. On a un document sur les chambres implantables en 2012, sur l'égide de la SF2H, sur les PICC Line en 2013, sur les cathéters périphériques, une mise à jour 2019, et vous avez un guide transversal qui traite de tout ce qui est antisepsie de la peau chez l'adulte en cas de geste invasif, qui parle des cathéters, mais pas que, qui parle aussi, par exemple, de préparation de la peau avant une intervention chirurgicale. La partie observation des pratiques, très intéressante, donc le Observa 4. Donc, on peut visualiser des poses de cathéters périphériques, donc par des paramédicaux, souvent, de cathéters centraux, là pour le coup la pose est médicale, de chambres implantables. Alors, pas de pose de chambre implantable, mais de pose d'aiguille sur chambre implantable, je précise. Donc, on va évaluer un certain nombre de points, le nettoyage de la peau quand c'est nécessaire, conformément au guide que je vous ai présenté juste avant, l'antiseptique choisi pour la pose, sachant qu'effectivement, on attend un antiseptique alcoolique pour les KTV nœuds centraux et la chambre implantable, pardon, qui est périphérique et chambre implantable, et qu'on attend spécifiquement la chlorhexidine à 2% pour les cathéters centraux suite à l'étude CLEAN, étude multicentrique qui a montré le bénéfice du Chlora-Prep, pour ne citer que lui, mais je pense que vous le connaissez, dans la prévention justement des bactériémies sur cathéter, dans la pose des cathéters centraux. On attend les compresses stériles pour la pose, on attend le séchage, le respect du séchage spontané complet de l'antiseptique avant de débuter l'acte invasif, et puis on attend effectivement les fameuses mesures d'hygiène pour la pose, à savoir 2 frictions pour les catépériphes et les chambres implantables, et effectivement une désinfection chirurgicale des mains par friction pour la pose d'un cathéter central. Donc le niveau d'asepsie des mains supérieur pour la pose d'un cathéter central. Et puis on a également des possibilités d'observation sur les manipulations. Donc là, on attend toujours un antiseptique, qui est l'alcool à 70. On attend des désinfections bien faites des valves bidirectionnelles, c'est-à-dire une friction par rotation avec de l'alcool à 70 et une compresse stérile pendant au moins 15 secondes. On attend les compresses stériles et on attend en plus les gants stériles pour les manipulations proximales. Alors, pour les manipulations distales, elles ne sont pas nécessaires. Alors, voilà un petit peu les résultats. Donc, vous l'avez pour les 3 thématiques, cathé veineux périphérique, cathé centraux, chambre implantable. Donc, vous voyez, j'ai mis en vert quand la conformité dépassait 80%, et vous avez en italique, dans le carré en haut à gauche, le nombre d'observations qui sont comptées pour l'évaluation. Donc, vous voyez qu'on n'est pas trop mal sur la préparation de la peau, qu'effectivement, on a encore des efforts à faire sur l'introduction de la chlorhexidine à 2% pour les poses de cathés centraux. Il y a encore beaucoup de gens qui posent avec un antiseptique alcoolique, mais qui n'est pas la chlorhexidine à 2%. Mais le chiffre progresse, 48% en 2021, 63% en 2022. Pas de souci sur les compresses stériles. Le respect du séchage spontané de l'antiseptique, on voit bien que sur les cathés périphériques, on va vite. Donc, on n'attend peut-être pas forcément, on est limite. Et puis, sur l'hygiène des mains, on a un gros problème, un gros effort à faire. C'est qu'effectivement, donc l'étude évalue le fait de réaliser les 2 frictions, le fait de les réaliser au bon moment et le fait qu'elles soient conformes, à la fois dans la gestuelle, le temps et la quantité de produits prise. Donc, on voit qu'effectivement, pour la partie cathéter veineux périphérique, eh bien, parfois, il n'y a qu'une seule hygiène des mains qui est réalisée, dans 39% des cas. On attend une désinfection chirurgicale des mains pour la pose d'un cathéter central et on ne l'obtient que dans à peine la moitié des cas, un peu plus de la moitié des cas. Et idem pour les chambres implantables, eh bien, on n'a pas toutes les frictions. Alors, le port de gants stériles pour le respect de l'asepsie, on est bien sur les cathéters centraux, sur les chambres implantables aussi, mais on a effectivement cette obligation, si on repalpe le point d'insertion après l'antisepsie pour les cathéters périphériques,
Et on voit qu'en fait, il y a beaucoup de repalpage après antisepsie, à main nue ou avec des gants pas stériles, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne portent pas de gants du tout. Et donc, on n'est pas bon. Alors justement, quand on pose la question « Pourquoi vous n'avez pas fait de désinfection chirurgicale des mains par friction pour la pose de votre cathé central ?» Eh bien voilà la réponse qui est faite. Je n'ai pas l'habitude. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire comme ça ou j'ai l'habitude de faire autrement. Voilà, il y a aussi des méconnaissances de recommandations. Je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça. Quand on regarde les 2 hygiènes des mains pour la pose d'une aiguille de Hubert sur une chambre implantable, pourquoi la dernière friction, c'est-à-dire celle juste avant la ponction, n'a pas été réalisée, et c'est probablement la plus importante, eh bien, les gens vous répondent « Ah parce que je porte des gants depuis le début du soin, et donc je ne vois pas l'intérêt de faire une friction », ce qui sous-entend quand même que les gants ont servi à tout faire, c'est-à-dire sortir le matériel, faire l'antisepsie du point de ponction, et qui vont aussi servir à poser l'aiguille de Hubert. Donc, on imagine bien la contamination locale du site d'insertion en faisant comme ça. Hein. Oublie, j'ai oublié. Bon, d'accord. Je la juge inutile. Concernant les cathéters centraux, pourquoi cette friction, la même, donc juste avant l'insertion, n'a pas été réalisée? On retrouve les gants qu'on porte depuis le début du soin et qui n'ont donc pas été retirés et qui ne seront probablement pas retirés, ou parce que je n'ai pas l'habitude de faire comme ça. Et pourquoi la friction n'est pas conforme? Puisque ça aussi, c'était évalué. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement une étape qui n'est pas respectée ou alors une durée de geste qui est insuffisante. Et moi, je suis attristée de voir qu'on a encore 11% de prérequis non conformes, c'est-à-dire des bagues, des bracelets, des bijoux sur les mains avant de faire les frictions et avant de poser des dispositifs invasifs. Alors, sur les manipulations, intéressant aussi. Donc, on attend, je vous ai dit, compresse stérile, alcool à 70, plus gants stériles pour l'immobilisation proximale. On voit qu'effectivement, on ne trouve pas l'alcool, mais par contre, on a quand même un antiseptique alcoolique, donc on va s'en satisfaire avec des compresses stériles. Par contre, les compresses stériles, ce n'est pas forcément la règle. Parfois, il n'y a ni compresse, ni antiseptique dans 16% des cas. Donc, c'est à la one again. Et ceux qui n'utilisent pas les compresses les jugent inutiles ou ne savent pas qu'en fait, il fallait utiliser des compresses stériles pour faire des manipulations distales. Donc, l'antiseptique adéquat, c'est pareil, on n'est pas très bon. On retrouve de tout, mais parfois pas d'antiseptique alcoolique. L'hygiène des mains avant toute manipulation, oui, qui est quand même la règle. Vous voyez qu'on frise tout juste les 80% et que c'est un chiffre qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui ne progresse pas. Et le port de gants stériles pour le respect de l'asepsie, donc pour les manipulations proximales, c'est un chiffre qui est en évolution, heureusement. Et les gens qui n'utilisent pas, bien souvent, ce sont déjà se pensent être en distal, mais pas du tout en proximal. Donc la notion de distalité ou proximalité n'est pas comprise, ou alors n'ont pas l'habitude de faire comme ça. Donc en synthèse, très bonne participation. Vous avez vu le nombre d'observations. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur la valeur statistique des informations, avec globalement un respect pas trop mal des recommandations, nettoyage, les compresses stériles pour appliquer l'antiseptique, l'antiseptique alcoolique pour la pose de l'aiguille de Hubert sur chambre implantable, la désinfection des valves en proximale, par contre, des axes d'amélioration, notamment sur l'hygiène des mains au bon moment, donc après l'antisepsie, le port des gants stériles au bon moment, et puis les préparations des sites de branchement pour les manipulations distales. Donc, les vrais enjeux, c'est l'hygiène des mains au bon moment et le port de gants au bon moment pour ces manipulations qui ne sont évidemment pas encore comprises et intégrées. On est presque fini. Donc, si on reprend les indicateurs stratégiques, dans le fameux sur conformité au moins 80% pour tous les points critiques, donc vous avez les points critiques qui concernent à la fois la tenue, la préparation du site d'insertion, la préparation cutanée, l'hygiène des mains. Et vous voyez qu'on a encore des efforts à faire sur certains aspects, notamment sur le cathéter central. Le port du masque chez le patient si c'est nécessaire, la coiffe si c'est nécessaire, la chlorhexidine à 2% qui n'est pas encore implantée partout et la désinfection chirurgicale des mains qui manque cruellement à l'appel. Et pour les cathéters veineux périphériques, on est plus proche, je dirais, du challenge à gravir, hormis pour effectivement la conformité de l'hygiène des mains sur la partie pose.
Si vous voulez en savoir plus, Spiadi a un site internet très bien fait. On retrouve des diaporamas, des choses synthétiques. Donc, je vous invite à aller le consulter. Il n'y a qu'à taper Spiadi et vous tombez immédiatement dessus. Je vous remercie.